Dans l'histoire des guerres, leur rôle, souvent héroïque aux côtés des militaires de métier, a parfois changé le cours d'une bataille et décidé de l'issue de tant d'affrontements armés. Renseignements, espionnage, sabotage, embuscade, maniement des armes, peu importe la forme, des hommes et des femmes se sont toujours engagés volontairement pour défendre leur village, leur terre, leur liberté, leur dignité tout simplement, face aux périls multiformes qui les menaçaient. Leur appellation varie selon les époques, les pays et la forme des conflits. Au Burkina Faso, on les appelle les volontaires pour la défense de la patrie. Ce soir, dans ce premier numéro de Ligne des Mires, nous vous plongeons dans l'univers des VDP. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Ligne des Mires. C'est une émission de reportage, d'entretien et de débat sur des grands sujets d'actualité et de société. Nous vous diffusons d'abord un reportage, puis un entretien avec le reporter qui vous livre les détails sur son tournage, les circonstances, les risques, comme si vous y étiez. Puis on clôture avec un débat et des invités sur le thème traité. Pour ce premier numéro de Ligne des Mires, je vous le disais, nous vous emmenons au cœur des VDP. Ils sont burkinabés, parfois de simples agriculteurs ou éleveurs, et face au péril du terrorisme et du grand banditisme qui menace leur région, notamment au centre-nord, au nord, à l'est, au Sahel, ils ont tout abandonné pour s'engager et apporter un complément d'effort aux forces de défense et de sécurité. Qui sont les volontaires pour la défense de la patrie? Comment sont-ils nés? Quel impact leurs actions ont-elles eu sur la sécurité dans les zones concernées? Dans quelles conditions travaillent-ils dans un contexte où l'aide promise par l'État s'est fait en partie attendre, et ce, malgré le vote d'une loi? Leurs espoirs, leurs peines, leurs peurs, des images exclusives, des témoignages poignants dans l'univers des VDP. Reportage, Rémi Lambert-Nébier. Le jour se lève sur Bassé, un village de la commune de Bourzanga, dans le centre-nord du Burkina. Bassé, symbole de la résistance civile engagée par le brave burkinabé dans plusieurs localités en proie au terrorisme. Ce village aura connu cette attaque, mais ces hommes et ces femmes ont toujours pris la résolution de le défendre au prix de leur vie. Ma maison est vide. Mes bagages étaient déjà partis. N'eût été la présence des volontaires, vous ne m'aurez pas trouvé ici. Ces balles ont été déversées par l'arme d'un des assaillants au cours d'une des attaques. Mais en face, il y a eu des volontaires déterminés avec leurs moyens de bord. Nous préférons la mort à la honte. Si nous fuyons notre terre natale, où allons-nous nous réfugier? En Côte d'Ivoire ou au Ghana? Non, nous devons être enterrés ici. Les premiers volontaires pour la défense de la patrie VDP dans le centre-nord, il faut aller à une soixantaine de kilomètres de Bassé pour les retrouver. Nous voici à Kargou, dans la commune de Zimtanga. C'est ici qu'une dizaine de personnes vont décider d'opposer, à partir d'octobre 2019, une résistance aux groupes armés qui endeuillaient presque au quotidien plusieurs villages à l'échelle de la province du Bam, provoquant des vagues de déplacés dans la ville de Kongoussi. À notre arrivée, on ne disposait que de 5 calibres 12 pour 10 personnes. Par la suite, les ressortissants du village qui possédaient des armes, nous les ont rétrocédés. Ce sont eux également qui nous ravitaillaient en vivres. Leur engagement avait été impulsé quelques jours plus tôt par des acteurs de la société civile qui ont lancé le 5 octobre 2019 à Kongoussi le mouvement pour la résistance populaire.
Un appel corroboré le 7 novembre par celui du président du Faso qui, à la suite de l'attaque de Bongo dans l'est du pays, va instruire l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie. Une loi adoptée à l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020 encadre leur recrutement, leur fonctionnement et les modalités de leur prise en charge. D'une dizaine à bénéficier d'une formation militaire comme le dispose la loi sur les VDP. Ils sont aujourd'hui plus d'1 millier de VDP répartis dans une soixantaine de villages dans la commune de Zimtanga, Bourzanga, Namisikia, Sapse, Titao et Kongoussi. De jour comme de nuit, des groupes de VDP veillent au grain dans ces différents villages pour rétablir une sérénité volée par les artisans de la terreur. Des postes de contrôle sont installés à des endroits stratégiques dans les différents villages. Si nous voyons un étranger dans le village, nous l'interpellons et nous lui posons un certain nombre de questions. S'il a des bagages, nous les contrôlons. Si tout est normal, nous le laissons partir. Les multiples attaques enregistrées au cours de l'année 2019 dans plusieurs villages de la province du Bam ont considérablement baissé depuis l'entrée en guerre des VDP, témoignent plusieurs sources dans ces localités. Leur présence constitue d'ailleurs le motif de retour des populations dans ces villages où certains ne comptaient plus une seule âme depuis la fin 2019. Ils sont nombreux, ceux qui avaient fui le village. Mais grâce au VDP, la majorité d'entre eux sont de retour. Ceux qui ne sont pas encore venus, ce sont ceux qui ne le désirent pas. Parce que la plupart d'entre eux bénéficient d'assistance humanitaire là-bas à Kongoussi. Donc, c'est difficile pour eux de s'en passer. Sinon ici, ça fait très longtemps que nous avons enregistré une attaque terroriste. Après 42 jours dans le camp de déplacés internes, j'étais dépité. J'ai décidé de revenir ici. Et c'est grâce au VDP que je suis toujours là. Sans leur présence, tu n'aurais trouvé aucune âme dans ce village. Maintenant, la psychose s'est dissipée. Dans plusieurs localités, on assiste à une réouverture progressive des centres de santé et des écoles, les agents étant rassurés par la présence des VDP. On est très bien rassurés parce que je sais que, pour exemple, une nuit, nous étions là, ils ne savaient pas que nous étions là. Et quand ils ont vu la lumière, ils sont venus demander qui était là. Bon, je leur ai dit que c'est nous qui sommes là. Bon, ils disent que ok, ils sont rassurés, c'est bon, ils sont à côté. Surtout que nous avons des maîtresses qui ne sont pas aussi courageuses que ça. Mais avec leur présence, vraiment, elles sont là et elles sont sans peur. Voilà. La vie a repris de plus belle dans les villages du centre-nord que nous avons traversés. Des populations vaquent paisiblement à leurs occupations et se sont même remises dans la production pour reconstituer le socle de leur richesse perdue. La RN22 de son tronçon Kongoussi-Kibo, désertée par ses usagers du fait de l'insécurité ambiante, redevient de plus en plus un axe sûr. Félicitations aux volontaires et aux FDS. Il y a 3 ou 4 mois de cela, quand tu empruntais ce taxe, ton cœur bat. Tu pouvais faire plus de 10 jours en route, mais actuellement, en 72 heures, tu fais un aller-retour Ouaga-Djibou. On est de moins en moins inquiet en empruntant cette route, et ce, depuis la construction du camp et l'action des VDP. C'est la nuit dans ce village, situé à mi-trajet entre Kibo et Kongoussi. Dans cette famille, on ne se soucie plus que d'être surprise par une attaque au cours de la nuit. Dehors veillent des fils du village qui se sont enrôlés dans les rangs des VDP. Pour toucher du doigt leurs actions de sécurisation nocturne, nous voici embarqués le lendemain à l'heure du couvre-feu sur le tronçon Kargo-Kongoussi, en empruntant les pistes situées sur la rive droite du lac Bam sur une distance d'environ 35 km à Monto. Le long du trajet, nous avons été contraints de nous arrêter au moins une dizaine de fois,
questionner et contrôler, le passage nous est cédé à chaque fois après intervention du 2 VDP qui nous accompagne pour la circonstance. Le lendemain, c'est sur Namisigia que nous mettons le cap. Namisigia, la dernière localité avant d'entamer le Sahel burkinabé en empruntant la RN22. Dans cette localité, il existe un fort contingent de VDP. Ils forment la première ligne de résistance. En effet, la plupart des villages situés dans le Sahel ne connaissent pas encore un retour de leur population. Ces zones inhabitées sont donc laissées à la merci des individus armés. Ce sont d'ailleurs des VDP en état d'alerte que nous avons retrouvés dans leur QG. Des mouvements sont signalés à une quinzaine de kilomètres. C'est hier que nous avons eu des informations qu'ils se sont attroupés avec des motos. Mais ce matin, il semble que 2 pick-up sont venus s'ajouter au groupe. Ce n'est que ces 2 derniers mois que nous avons la tranquillité. Et c'est en partie grâce à l'implantation du détachement militaire à Gastine. Sinon, nous sommes dans une zone rouge. À partir de 5 km d'ici, ce sont les individus armés qui règnent jusqu'à Dibo, Tongomaël en allant. En plus des 3 attaques que notre gendarmerie a subies, nous avons dû faire face à 18 attaques que nous avons repoussées. Conformément à leur mission, les VDP sont aujourd'hui des guides précieux et des sources de renseignements fiables pour les FDS sur le terrain. Lorsque nous avons des informations, nous les transmettons à la cellule de coordination. Au cas où c'est urgent, nous les communiquons au détachement militaire. Aussi, nous informons les bases militaires de toutes les patrouilles quotidiennes. Dans cette lutte contre l'insécurité, les VDP, une année après leur mise à contribution, initient des actions de contre-offensive. Ils patrouillent dans les zones délicates, souvent au-delà de 50 km de leur base. Leur engagement est effectif. Mais les appuis dont ils sont censés bénéficier restent dérisoires. 53 VDP sur 1200 ont bénéficié d'une formation et sur les VDP formés, 21 d'entre eux n'ont reçu aucune arme. Nous sommes revenus de la formation le 4 janvier 2020 et nous avons fait près de 4 mois sans aucune dotation. Ce n'est qu'après qu'on nous a appelés à Bouzanga pour nous remettre 3 fusils pour 10 personnes. La loi sur les VDP dispose pourtant à son article 9 que tout volontaire, au terme de sa formation, devrait bénéficier d'une dotation en équipement spécifique, c'est-à-dire composé d'une arme légère et des moyens de communication et d'observation. Aussi, selon l'article 3 de l'arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et celui de l'économie daté du 8 avril 2020, un appui financier mensuel à hauteur de 200 000 francs CFA est octroyé à chaque groupe de VDP formé pour son fonctionnement. Un appui financier que les VDP affirment n'avoir perçu que seulement 2 fois. En ce qui concerne cette aide financière, nous l'avons reçue il y a au moins 6 mois. Ils ne font que dire que ça arrive, mais on ne voit rien. Nous pouvons dire que c'est un problème administratif qui est en train d'être résolu. Et n'oublions pas que le concept de VDP, il est tout neuf et tout jeune et nous sommes en train de travailler pour la résolution de tous les problèmes pour faire avancer le processus. Et nous avons pris en compte toutes ces remarques et c'est une stratégie aussi qui a été mise en place et nous travaillons à améliorer les conditions d'opération et les conditions de travail des VDP. Sur le terrain, le constat est là.
Des centaines de volontaires sont obligés de se débrouiller pour s'acheter une arme et apprendre à tirer. J'ai vendu mes bœufs pour acheter cette arme. Les documents y compris, ça m'a coûté plus d'1 million de francs CFA. Confrontés à une situation de laisser-pour-compte, les combattants de la République sont obligés de vivre de la charité. Bien qu'hier, c'est grâce à la générosité d'une femme que nous avons résisté à la fraîcheur de la nuit. Elle nous a offert un paquet de sucre et une boîte de Nescafé pour tenir le couvre-feu. Nous n'avons pas de moyens de déplacement. Tout est bousillé. Même pour s'habiller, c'est compliqué. Peut-on dire que nous travaillons avec l'État? C'est un engagement volontaire et nous l'assumons, mais franchement, c'est compliqué. Imaginez plus de 1000 personnes qui sont obligées de compter sur les cotisations de quelques francs de la population pour les aider à sécuriser les villages. C'est compliqué. En tout cas, nous sommes prêts à injecter nos derniers centimes pour les soutenir, mais que l'État sache que c'est plus sa responsabilité. C'est sa propre moto qu'il utilise. Et même pour avoir le carburant, c'est tout un problème. Pour avoir à manger, c'est tout un problème. Ça, moi, je ne parle pas parce que j'ai ramassé les échos. Mais j'ai vécu parce qu'ils viennent me voir. Et moi, qui vous parle là, moi-même, je les soutiens personnellement avec mon propre frère. Ce que je suis en train de vous dire, c'est un qui était sous le hangar là. Il m'a dit ça ne vaut pas une semaine qu'ils sont en train de perdre le courage. Il faut agir vite. Les premiers témoignages de ce reportage diffusé au journal télévisé de BF1 le 28 janvier 2021 semblent avoir résonné au plus haut niveau. Les blocages administratifs ont visiblement été levés et au moment où nous bouclons ce reportage, les VDP de plusieurs localités nous informent qu'ils perçoivent leurs arriérés de frais de fonctionnement. Une réactivité qui va sans doute motiver les troupes de résistants dans leur élan de reconquête des villages tombés sous le joug des groupes terroristes. Voilà, une véritable plongée dans l'univers des VDP. Nous allons recevoir maintenant sur ce plateau celui grâce à qui vous avez vu ces images, notre reporter Rémi Lambert-Nébier, que je reçois maintenant. Rémi Lambert-Nébier, bonsoir. Bonsoir Hervé Dapa. Comment vous allez déjà? Je vais bien. Alors, vous vous êtes rendu dans le centre-nord, notamment dans la province du BAM. Combien de jours avez-vous passé dans cette zone? Bon, 5 jours, du lundi au vendredi. Sillonner plusieurs villages de la province, voilà, du jour comme de nuit, pour constater comment ces VDP arrivent à sécuriser les villages et comment aussi ils vivent et aussi prendre l'avis des populations sur leur action. Et donc, c'est ce que vous avez pu voir. Alors, pour nous, les Ouagalais, il nous est souvent difficile de savoir ce que ces populations dans ces zones rouges vivent, récentes. Quand vous sillonnez ces villages-là, qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi l'atmosphère? Est-ce que c'est le soulagement? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a du découragement? D'abord pour les populations. Bon, pour les populations, je sens l'espoir qui renaît et aussi des populations qui sont un peu plus préoccupées maintenant à travailler pour reconstituer leurs moyens de subsistance. Donc, la peur a un peu changé de camp. Sinon, la peur a changé de camp. A diminué un peu quand même? Oui. Par rapport au début des affrontements. Et pour les combattants, qu'est-ce que vous avez lu sur le visage de ces combattants-là? Ces combattants qui ont abandonné leurs travaux, agriculteurs, éleveurs, qui se sont engagés. Qu'est-ce que vous avez lu sur le visage pendant tous ces 5 jours-là? Bon, des gens réellement engagés, de l'abnégation dans ce qu'ils font, puisqu'ils sont là en permanence. Ils ont tout abandonné, comme vous l'avez dit au début, pour se consacrer à cette activité de volontariat. Aussi des personnes dévouées, mais aussi qui travaillent dans de dures conditions. Dans des conditions très difficiles. Très difficiles, et souvent ça fait pitié de les voir, surtout la nuit.
voilà, dans le froid. Vous savez qu'actuellement, il fait froid. Et la nuit, tu les vois souvent dans des habits un peu quand même légers, en train de contrôler. J'imagine quand même, bon, parce que moi-même, je grignotais souvent. Voilà, donc j'imagine comment ils peuvent supporter ces choses. Donc, c'est un peu difficile. Vous l'avez supporté 5 jours seulement, eux, ils le supportent tout le temps. Tout le temps, Ouais, depuis plusieurs depuis mois et des années. Un an déjà. Un an déjà qu'ils supportent cela. Mais ils le font de gaieté de cœur. De gaieté de cœur, parce que ils le prennent comme leur responsabilité de défendre leur village, de défendre là où ils sont nés et d'y résider jusqu'à leur mort. Donc, c'est un peu l'âme du Burkinabé qui est là. C'est comme on aime le dire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est quand même cette devise qui les anime. Ils jouent la survie. Oui. Alors, comment vous étiez perçu par toutes ces personnes, civiles comme combattantes que vous avez rencontrées? Comment vous percevez quand on vous a vu venir pour ce reportage? Oui, bon, il faudrait le dire, hein, c'est pour ceux qui ont l'habitude d'aller peut-être dans ces zones, quand tu arrives, les populations ont l'impression que c'est toi l'autorité, c'est comme si tu parlais directement au président. Voilà, donc ce sont des gens, quand ils te voient, bon, ils te parlent à cœur ouvert le plus souvent s'ils ont réellement confiance en toi. Avec beaucoup de sincérité. Et voilà, avec beaucoup de sincérité parce qu'ils placent un certain espoir en toi que souvent même tu es un peu gêné de pouvoir supporter parce que c'est souvent trop lourd, sinon trop large pour tes épaules. Ben, voilà, c'est un peu ce sentiment. En vous parlant, ils ont l'impression que le message sera transmis aux autorités directement. Au lieu, voilà. C'est un peu cela. Ben, bon, on les comprend aussi. Alors, c'était aussi un reportage avec des risques. Quand on va dans une zone de guerre, une zone rouge, c'est une évidence. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti le danger tout proche? Le danger? Je ne sais pas d'où il peut survenir, le danger. Bon, donc, dire que je sens le danger tout proche, pas vraiment, parce que moi, peut-être, quand j'y vais, je ne pense pas trop à ce qui peut m'arriver, mais plutôt à ce que j'ai à faire, parce que si tu dois penser au danger, surtout dans ces zones, je ne pense pas qu'on puisse avancer d'1 mètre, parce qu'à tout moment, il peut y avoir du danger. Donc, c'est souvent peut-être le moindre de mes soucis quand je m'engage sur le terrain. C'est-à-dire que l'impression, c'est qu'à tout moment, oui, tout peut arriver. Tout peut arriver quand tu traverses la bourse ou quelque chose, tu ne sais pas. Ces individus, où est-ce qu'ils sont? Personne ne sait. Et vous avez traversé plusieurs brousses, on vous a vu pendant la nuit arpenter des pistes, des routes à moto, c'est ça? Oui. C'était les conditions du tournage? Bon, un peu difficile, mais acceptable aussi parce que habituellement, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, on était à moto avec mon guide. Combien de kilomètres déjà avec le guide à moto? Bon, je ne saurais estimer. À peu près? À peu près, mais on a fait plus de 100 km à 150 km à moto. Plus de 150 km à moto? Voilà, sillonné dans ces villages. Alors, Rémi Labénébi, je sais que vous ne vouliez pas que je l'évoque, mais on va l'évoquer quand même pour qu'on sache les conditions dans lesquelles vous avez tourné. Il est arrivé un moment donné où vous avez eu un accident avec votre guide, c'est-à-dire une chute à moto pendant que vous traversiez la brousse, c'est ça? Oui. Et comment ça s'est passé? Expliquez. C'est un peu le premier jour. Le tout premier jour? Le tout premier jour, donc je n'avais pas totalement débuté et ça m'a donné une entorse à l'épaule. C'est une ancienne blessure, il faut le dire, qui se réveille souvent quand il y a ces mouvements. Donc, durant les 5 jours, c'était très pénible parce que j'avais mal à l'épaule réellement. Et bon, mais on était engagés, il fallait aller jusqu'au bout. C'était une chute violente? Non, pas violente, mais bon, c'est comme c'est une blessure qui est habituelle. Souvent, il suffit d'un mouvement un peu anodin et que ça passe. Et dès le premier jour de tournage, vous faites une chute à moto, il y a votre blessure à l'épaule très douloureuse qui se réveille, mais vous ne reculez pas, vous dites il faut faire le reportage, cela montre déjà que vous êtes dans une zone dangereuse. Qu'est-ce qui fait que vous poursuivez ce reportage? Bon, je crois que vous êtes journaliste comme moi. Oui. Parce qu'on passe sur le terrain. Bon, il y a un peu, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais peut-être d'autres corps de métier aussi le ressentent. Quand tu pars pour une mission, il faut aller jusqu'au bout. Il y a souvent cette excitation un peu entre griffes qui te tient et qui te motive à aller jusqu'au bout. Et là, c'était un reportage un peu particulier. On avait déjà calé les choses
et on ne se lève pas comme ça pour aller faire ce type de reportage. Donc, abandonner, c'était peut-être le mettre à 1 mois, 2 mois, ou bien à jamais, ce reportage. Donc, il fallait y avancer, et c'est comme ça. Alors, donc, ce que vous dites, c'est qu'avec une épaule douloureuse, et puis aussi des bagages, parce qu'il faut transporter le matériel au dos, sur votre épaule douloureuse, vous avez parcouru près de 150 km encore à moto pour pouvoir faire ce reportage formidable que nous venons de voir. C'est ça, Rémi Lambert-Nébié. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on insiste les difficultés. Moi, j'insiste parce qu'on entend tellement de choses. Certaines personnes parlent de presse sensationnelle. Ce sont des reportages qu'on aurait vus sur d'autres chaînes occidentales, on les aurait félicités, mais quand ce sont des Africains qui le font, on trouve que c'est du buzz, c'est du sensationnel. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ce Africa bashing et puis reconnaître les mérites de nos journalistes qui essayent de donner le meilleur d'eux pour nous offrir des reportages de grande facture comme ceux que vous venez de faire. Rémi Lambert-Nébié, votre épaule, elle vous fait encore un peu mal jusqu'à présent. Alors, continuez à vous soigner. Peut-être que vous allez repartir encore pour un autre reportage. Eh bien, c'est fini. Vous voulez dire merci notamment à votre guide. Oui. Allez-y. Oui, parce qu'il saura se reconnaître, parce que je ne voudrais pas prononcer son nom pour raison de sécurité, mais vraiment, il a été d'un grand appui pour moi. Parce qu'entre-temps, quand j'avais mal à l'épaule, c'est lui, par exemple, qui portait mon ordinateur pour un peu me décharger de mes bagages. Et puis, c'est lui, il a pris les mêmes risques que moi en parcourant toutes ces zones. Et parfois même, il y a eu une situation où, n'eût été sa présence, bon, je ne savais pas comment faire. Quand on est arrivé un peu à Namissiria, où il y a eu un blocus, on nous a dit qu'on ne pouvait plus rester là-bas. On nous dit de retourner à Bourzanga. Bon, je ne savais pas quelle était un peu... C'était la nuit, hein? Bon, le soir, puisqu'on était déjà vers 17h. Donc, c'est vraiment grâce à son ingéniosité qu'il a pu saisir de VDP qui nous ont aidés à prendre la bourse et contourner Bourzanga pour aller dormir dans un village. Donc, voilà, vous voyez qu'il a été d'un grand appui. Je dis aussi merci à tous ceux qui m'ont aidé au niveau du Kongoussi. Merci aussi à tous ces VDP et merci aussi aux femmes de Bassé qui ont eu quand même de Bassé, le village Bassé, oui, avec lequel on débute le reportage. Voilà, elles m'ont réservé un accueil chaleureux, elles ont préparé pour moi, elles ont causé avec moi jusqu'à tard dans la nuit. Donc, c'est vraiment grandement merci à toutes ces personnes, aussi au mouvement pour la résistance populaire, à qui il faudrait peut-être attribuer la paternité même des VDP, puisque c'est grâce à leur impulsion. Donc, c'est vraiment un grand merci à tous ceux qui se reconnaissent dans ce reportage. Alors, donc, c'était donc un reportage, mais aussi une rencontre avec d'autres personnes dans comme une autre tout localité, reportage, comme voilà, tout reportage, et qui vivent d'autres réalités. Voilà. Merci, Rémi Lambert-Nébié. Merci, et puis, allez, soignez bien votre épaule et puis revenez en forme parce que certainement que peut-être que le mois prochain, on vous retrouvera sur un autre sujet pour le prochain numéro des Lignes d'Émis. Merci, Rémi Lambert-Nébié. Merci. Voilà, et nous allons donc passer à la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire le débat. Et je vous envoie vers le plateau où nos invités sont déjà installés. Je m'installe et je vous les présente rapidement. Voilà, nous allons commencer le débat. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Messieurs, bonsoir. Alors, nous avons 4 invités pour ce débat. Nous allons parler de la situation sécuritaire, notamment de l'apport des VDP au Burkina Faso depuis à peu près 1 an maintenant. Alors, je vais vous présenter nos invités qui sont là. Nous avons M. Ali Nana. Il est l'initiateur du mouvement pour la résistance populaire, c'est un peu le père des VDP. Il faut dire que c'est à partir de ce mouvement que le président a décidé de lancer les volontaires pour la défense de la patrie. Monsieur Ali Nana, bonsoir et merci d'être venu. À côté de lui, Monsieur Boureima Werem, c'est ça, Boureima Werem. Il est le maire de Abina. Abina, c'est une commune située dans la province du Soum, dans la région du Sahel, une commune qui a subi l'une des lourdes attaques terroristes et des affrontements intercommunautaires qui avaient fait un peu plus d'une 30aine de morts. Et puis, le député Alidou Sanfo, député UNUPS de la majorité. Vous étiez le président de la commission défense à l'Assemblée nationale sous la 7e législature. Avec vous, on va évoquer la loi, le test qui a légalisé les VDP, les conséquences qui devaient en découler. Et à côté du député, notre dernier invité, le colonel-major Gilles Batiuno, chef d'état-major
de l'armée de terre. Comment s'est fait la collaboration entre vos unités et les VDP, on va en parler. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à l'armée. C'est très rare que l'armée se prononce et on sait que l'exercice est difficile dans un contexte de sécurité très compliqué où les ennemis tapis dans l'ombre, écoutent, entendent tout et essaient de s'adapter par rapport à ce qu'ils entendent. Merci d'être venus et je voudrais vous rassurer et rassurer en même temps nos téléspectateurs ce soir. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de l'armée. C'est un exercice d'explication, de pédagogie pour que les Burkinabés puissent comprendre ce qui s'est fait sur le terrain pour leur sécurité, même si tout n'est pas parfait. Messieurs, bonsoir et merci d'être venus. D'abord, première question, premier tour de table. Vous avez suivi ce reportage avec nous. Quel est le premier sentiment qui vous anime après ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu? Monsieur Nana. Bonsoir. BF1, bonsoir chers invités. Avant d'apprécier cet élément ô combien illustratif, je tenais à travers votre plateau à rendre un vibrant hommage à notre armée nationale. À travers elle, mon colonel Gilles Bationneau, qui va transmettre notre bonjour et notre reconnaissance au CMGA, au chef d'état-major général des armées, à savoir M. Minungu Moïse, qui vraiment depuis l'adoption de cette loi ont travaillé en symbiose avec le mouvement pour la résistance populaire. Donc, au nom de la coordination nationale du mouvement pour la résistance populaire, je tenais à dire merci à ces responsables. Alors, vos premiers sentiments, rapidement. Mes sentiments, c'est qu'on aurait voulu cet élément plus tôt, mais comme disent les savants, le bienfait n'est jamais tard. Je crois que ça arrive à point nommé. Et il est question pour nous aujourd'hui, non pas de mener un débat contradictoire pour étaler nos insuffisances et nos acquis sur le terrain, mais de corriger un certain nombre de tirs qui, après l'adoption de cette loi, effectivement, on a constaté sur le terrain beaucoup de manquements, beaucoup de non-application d'éléments sur le terrain. On va y revenir. Okay. Monsieur Boureima Ouireb, le maire de Arbinda, vos premiers sentiments après avoir vu ce reportage. Merci beaucoup. Ce que je pourrais dire, lorsque j'ai vu ce feuilleton, si je peux le dire ainsi, le sentiment est que nous ne regrettons pas que cette loi, que ce décret a été pris, a été voté à l'unanimité par les députés de l'Assemblée. Parce que tout simplement, si nous regardons un peu le film, il y a assez de positivité, le bilan est satisfaisant. Ce que je peux dire en attendant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alidou Sanfo. Merci, je voudrais en tout cas remercier BF1 et surtout les auditeurs pour l'opportunité qui nous est offerte de nous prononcer par rapport à un sujet aussi important pour la nation. Et je dirais dans un premier temps, comme mes prédécesseurs, qu'il faut saluer l'action de nos forces de défense et de sécurité et surtout aussi des volontaires pour la défense de la patrie qui, comme vous le savez, grâce donc à l'appel du chef de l'État et la mise en place donc de la loi, cela a permis en tout cas d'amener la communauté, c'est-à-dire le peuple burkinabé, à pouvoir en tout cas s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Donc mon sentiment personnel est que l'Assemblée nationale ne s'est pas trompée en votant à l'unanimité cette loi. C'est la preuve que effectivement les représentants du peuple ont compris et sont aussi dans l'action donc de la lutte contre cette guerre asymétrique. Colonel-major. Je vous remercie, mais avant tout propos, je voulais saluer la mémoire de tous ces vaillants combattants VDP tombés aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Et je vous remercie également pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer à l'opinion le principe du VDP. Qu'est-ce que c'est qu'un volontaire pour la défense de la patrie?
la loi dit quoi? Exactement. L'article 2 de la loi dit, si vous permettez que je lise exactement. On va y revenir tout à l'heure. Ça fait partie des questions de notre débat. On va y revenir tout à l'heure, Voilà. en long et en large. Parce que c'est important de savoir ce que c'est qu'un VDP. On va répondre à ces questions. Pour la suite, voilà. je vous remercie. Qui peut devenir VDP? Comment est-ce qu'il est formé? On va revenir en long et en large sur toutes ces questions. C'était d'abord vos premiers sentiments par rapport au reportage qui vient de passer. On va commencer. C'est un débat qui aura 3 parties. D'abord, on va parler de la naissance et de l'organisation des VDP. Ensuite, de l'action et de l'impact des VDP sur le terrain de la sécurité. Et puis, après, on va parler des perspectives, c'est-à-dire le soutien de l'État qui peut ou pas arriver. On va en parler tout à l'heure. On commence avec la première partie. Comment les VDP sont nés? Là, je me tourne vers vous, Monsieur Ali Nana, vous qui êtes précurseur des VDP, parce que vous avez commencé le mouvement pour la résistance populaire. Comment, rapidement, on a 52 minutes, donc les interventions, il faut que ça aille un peu vite. Comment est-ce que l'idée vous est venue, à partir de quel phénomène, quel événement est-ce que, à votre niveau, vous avez décidé de lancer ce mouvement pour la résistance populaire, déjà? Effectivement, une fois de plus, merci. Et il faut dire que le mouvement pour la résistance populaire a été lancé le 5 octobre 2019, au moment où les attaques étaient à 100 km de Ouagadougou, notamment à partir du centre nord, Kongoussi, Kaya et le Lorum. Donc, pour dire que, au regard de cette stratégie des terroristes, ces attaques n'étaient pas fortuites. Ces attaques étaient ciblées et calculées parce qu'effectivement, cette localité ou ces provinces étaient à 100 km de Ouagadougou. Donc, à un certain moment, en octobre 2019, toutes les communes de la province du BAM s'étaient retrouvées à Congo, toutes les populations de ces communes s'étaient retrouvées à Kongoussi Centre. Et en ce moment, aucune disposition n'était prise pour effectivement gérer ce flux-là. Si bien qu'à un certain moment, nous avons assisté à une humiliation officielle de nos parents, des ressortissants de la province du BAM, des ressortissants de la province du Salmatenga, des ressortissants de la province du Lorum. À un certain moment, on s'est dit, étant fils de ces régions-là, alors, nous sommes à Ouagadougou. Sur le terrain, on est en train d'humilier nos parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que le gouvernement ne prenne les dispositions nécessaires pour venir effectivement en appui aux forces de défense et de sécurité qui abattaient déjà un travail laborieux, il était important pour nous, population, et au regard de l'histoire de l'humanité par rapport à ces gens de guerre, alors qu'il fallait interpeller ou appeler solennellement les populations à s'impliquer dans cette guerre qui nous est imposée aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, parce que notre armée faisait du travail. Mais au regard du nombre et des difficultés des localités, il n'était pas permis à nos forces de défense et de sécurité, nos braves forces de défense et de sécurité, de faire un maillage territorial de ces localités. Si bien que nous, après un regard rétrospectif, nous avons dit qu'il faut qu'on vienne mourir avec nos forces de défense et de sécurité si la terre de nos ancêtres, si la terre de nos parents. D'où cet appel. Et au moment où nous partions à Kongoussi pour faire cet appel, les gens nous traitaient de fous et d'inconscients. Parce qu'aucun système sécuritaire n'était mis en place en ce moment. Tout Kongoussi était envahi par des terroristes locaux, comme on le dit. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, et je le répète, ces terroristes ne sont pas venus d'ailleurs. Ils sont venus du Burkina. Donc, d'où, à ce moment, voilà, quand nous avons lancé le mouvement, il y a eu une adhésion populaire et patriotique de l'ensemble des populations du centre-nord à Kongoussi. Tout le monde s'est retrouvé, y compris ceux qui ont fui toutes les communes de la province du Bab. Alors, on s'est dit, trop c'est trop, on aura le seul avantage de mourir sur la terre de nos ancêtres. On ne fuira plus. Parce que... C'est donc un sursaut national. Un sursaut national patriotique qui nous a amené effectivement à se retrouver au rond-point de Kongoussi pour faire ce lancement solennel. Merci. On va passer la parole au maire de Arbinda. À cette même époque aussi, la situation sécuritaire à Arbinda et dans toute cette commune était très difficile aussi. Tout à fait.
Comment est-ce qu'on peut décrire cette situation à Binda, à cette époque-là aussi, au moment où on lance le mouvement pour la résistance populaire? Bon, au niveau de Albinda, je dirais peut-être que nous avons lancé ça bien avant eux. Peut-être c'était de façon discrète, ce n'était pas officiel ni sur un tapage. Voilà, je pense que quand la situation a commencé à se dégrader fortement au niveau d'Albinda, il y a eu des initiatives locales. Voilà, je pense que la sécurité commence par soi-même. Donc, je pense que nous avons eu à demander l'accompagnement d'un certain nombre de personnes pour que des jeunes soient identifiés, pour que les jeunes soient formés et que ces jeunes vont travailler d'une manière très étroite avec les FDS qui étaient sur le terrain. Donc, je pense que suite à leur formation de base, les résultats étaient satisfaisants. Je ne dirais pas que c'est de là l'idée des VDP est née, parce que je dirais c'est sur l'ensemble des initiatives locales qui a amené certainement nos autorités, nos premières autorités, à réfléchir sur la question et de mettre ça en place. Justement, voilà comment je pourrais un peu dire comment l'idée est née. Voilà, donc quand on vous entend dans plusieurs localités, on ne va pas citer les noms, des initiatives ont commencé à se réveiller pour essayer d'apporter un renfort aux forces de défense et de sécurité. Et puis, il y a eu un événement, c'est-à-dire l'attaque de la mine d'or de Boungou, qui a fait plus de 35 morts. C'est un attentat qui avait ému toute la population. Et c'est à partir de là, quelques jours après, que le chef de l'État prend la parole pour annoncer la création des volontaires pour la défense de la patrie. Et puis, le 21 janvier 2020, la loi sera votée à l'Assemblée nationale pour créer légalement les volontaires pour la défense de la patrie. C'est ça, M. Alidou Sanfo? Bien sûr. C'est effectivement en janvier que l'Assemblée nationale a été saisie donc, du projet de loi portant institution des volontaires pour la défense de la patrie. Et effectivement, l'exposé des motifs que le gouvernement présentait à son époque, effectivement, portait sur non seulement la nature asymétrique de la guerre, il y a aussi l'effectif réduit de nos forces de défense et de sécurité. Il y a notre territoire qui constitue près de plus de 274 000 km². Donc, naturellement, on ne pouvait pas avoir un policier ou un gendarme à chaque kilomètre carré. Donc, naturellement, je dirais que l'Assemblée nationale a en tout cas accepté à l'unanimité avec le gouvernement de voter la loi, parce que comme quelqu'un l'a dit dans notre pays ici, la sécurité doit être l'affaire de toute la communauté. Et je pense que c'est dans ce sens que l'institution des volontaires pour la défense de la patrie est une nécessité, voire même une obligation pour, dans ce type de guerre. Alors, plusieurs hommes s'engagent, mais il faut éviter tout naturellement que ce soit un Far West. Donc, la loi a donné des directives, des règles claires. Alors là, maintenant, colonel-major, on va revenir à ce que vous vouliez dire. Qui peut être volontaire pour la défense de la patrie? Merci beaucoup. Je voulais saluer l'engagement de tous ces volontaires auprès des forces de défense et de sécurité, un engagement réellement patriotique. Mais il est important de définir ce que c'est qu'un VDP, une initiative locale de sécurité et un volontaire. La loi qui a été votée, l'article 2 dit quoi, si vous permettez que je lise? Allez-y. Le VDP, c'est une personne physique de nationalité burkinabé, auxiliaire des forces de défense et de sécurité, servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son secteur de résidence en vertu d'un contrat signé entre le volontaire et l'État. Ce qui est différent d'une initiative locale de sécurité et puis d'un volontaire tout court qui s'engage de son propre chef, sans rémunération, avec son cœur. Vous voyez, c'est ça qu'il est important de connaître. Qu'est-ce que la loi dit? Ok, ça c'est clair. La loi, vous venez de définir celui qui peut être un VDP. Mais les VDP, il faut les former, les regrouper. Les règles sont claires.
quels sont les différents mécanismes pour pouvoir dire au bout de la chaîne que celui-là, il peut être un VDP? Est-ce que moi, je peux venir et puis je viens, je dis, colonel-major, voici mon fusil, je vais être VDP, allez, on inscrit mon nom? Voilà. Comme on l'a dit, c'est un engagement volontaire. Okay. Mais c'est tout un processus qui se met en place. L'appel a été lancé et nous remercions les hautes autorités pour cela, leur sursaut patriotique. Et lorsque vous arrivez dans des endroits, vous voyez un engagement. Mais vous savez, lorsque nous disons que la loi fait une année, en réalité, ça ne fait pas une année. Hein? Nous sommes à 6 mois environ de la loi. C'est un processus qui est très jeune. Il y a eu l'appel qui a été lancé. Combien de mois? 6 mois? Oui. La loi a été votée, parce que la loi a été votée le 21 janvier en janvier 2020. Ensuite, il a fallu prendre un décret le 24 février. Oui. Ensuite, il fallait voter et signer, par exemple, l'arrêté pour le code de conduite des VDP, mais également l'arrêté conjoint pour les droits qui seront versés au VDP. Ça nous permet maintenant, et ce n'est qu'en juin, que les fonds ont été mis en place pour permettre d'appliquer la loi qui a été votée. Vous voyez, ça nous fait en gros 6 mois. Et le volontaire, c'est lequel? C'est celui qui s'est engagé. Donc, il faut imaginer tous ces processus qui ont été mis. Lorsqu'on prend quelqu'un qui se propose, on a la liste, les identités que nous transmettons aux services spéciaux qui font une enquête de moralité, nous allons appeler une enquête d'environnement. Lorsque cela est fait, si vous avez 20 personnes qu'il faut rechercher, vous comprenez bien, on va faire une enquête de moralité pour voir que la personne est crédible, acceptée par les populations et n'a rien contre elle. Et ensuite, cette personne est formée, ensuite équipée. L'équipement spécifique qui sera donné maintenant pour être engagé sur le terrain. Donc, vous voyez tout le processus qui est mis en place. Donc, les gens ne sont pas pris à tue-tête, mais bien identifiés, parce qu'après avoir été checkés, comme on le dit, pour savoir que rien n'est prévu ou rien n'est contre cette personne. Un processus rigoureux. Rigoureux. Alidou Sanfo, vous qui étiez président de la commission défense au moment de la loi, quel était l'esprit, comme on le dit, de la loi? Et puis, est-ce que vous avez eu l'occasion d'effectuer des missions sur le terrain pour voir comment est-ce que les choses se déroulaient, parce que c'est quand même une décision importante? Merci, c'est une très belle question. Effectivement, l'un des rôles de l'Assemblée, c'est de voter la loi. L'autre rôle aussi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et après avoir donc voté cette loi sur les VDP, je pense que comme mon colonel le disait tout de suite, la loi, elle est jeune, mais ce n'est pas pour autant que, par exemple, l'Assemblée nationale n'a pas eu l'occasion de constater, de vérifier. Je pense que si vous avez suivi le président de l'Assemblée lors de ses sorties dans les différentes régions qui ont des défis sécuritaires, nous avons profité donc de ces occasions-là pour vérifier effectivement la mise en œuvre de cette loi. On nous avait signalé effectivement les difficultés, mais nous estimons que, par exemple, 1 an après, c'est le moment, c'est la mise en place donc de cette assemblée, de pouvoir donc faire des sorties. Et bon, même si tout le monde sait que c'est des questions sensibles, l'Assemblée doit quand même aussi rester dans ses rôles en faisant des sorties pour vérifier et encourager donc ces volontaires pour la défense de la patrie. Et donc la loi a été votée, il y a eu quelques, comme vous le dites, quelques missions pour voir ce qui se passe. Vous avez parlé de quelques difficultés, des mises en œuvre. Des difficultés de quel ordre déjà? Quand je parle des difficultés, c'est comme vous l'avez dit, c'est comme le colonel l'a souligné tout à l'heure, c'est un processus, ce qu'on nous a signalé sur le terrain, c'est un processus qui doit aussi suivre, c'est-à-dire il faut être prudent dans le recrutement. Et nous, ce n'est pas notre rôle. La mise en œuvre, là, incombe donc à l'exécutif à travers le ministère de la Défense. Nous, c'est de vérifier effectivement, de nous assurer que, en tout cas, le texte est respecté. Le texte est respecté et que ça contribue fortement
à la sécurisation du pays. Parce que l'une des craintes des populations quand le chef de l'État avait annoncé cette mesure, c'est est-ce que des ennemis ne pourraient pas s'infiltrer parmi les engagés sans qu'on sache qui ils sont et puis après perpétrer des attentats depuis l'intérieur. C'était l'une des craintes. Eh bien, le processus rigoureux peut-être permet de serrer un peu plus. Colonel-major. Oui, tout à fait. Mais il faut être prudent, comme on le dit, et il faut recruter quelqu'un qui n'a rien contre lui, mais qui n'est pas aussi de l'autre côté. Il faut être sûr, et c'est pourquoi il y a les enquêtes d'environnement, pour s'assurer que ces gens sont, et que ceux qui se sont engagés réellement, sont crédibles. Et comme on l'a dit, le processus, il est jeune, c'est un bébé, il naît, il trébuche, il se met en place. Nous sommes conscients de tous ces problèmes qui ont été soulevés et nous travaillons à les corriger. Et d'ailleurs, les corrections, c'est déjà en cours. Voilà, l'article 3 de cette loi dit que la qualité de volontaire pour la défense de la patrie exige en toutes circonstances patriotisme, loyauté, discipline, disponibilité, neutralité, intégrité et esprit de sacrifice pour aller jusqu'au sacrifice suprême. C'est pour dire que ce sont des hommes quand même qui ne sont pas choisis au hasard. C'est important de le préciser. Irréprochables. Voilà, des hommes, bon, irréprochables, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas être parfait. C'est important de le préciser parce qu'il s'est dit beaucoup de choses et il faut que les choses soient claires sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ces personnes sont recrutées et formées? Je pense que c'est important qu'on donne des informations pour éclairer la lanterne des Burkinabés, mais aussi de la communauté internationale qui nous regarde sans doute ce soir. Alors, la première question qu'on pose aujourd'hui, presque un an, c'est vrai que ça fait 6 mois que la loi est en train d'être appliquée, mais nous, on va prendre la date de votation de la loi, c'est-à-dire le 21 janvier, presque un an après la votation de cette loi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'apport des VDP a eu un impact considérable sur la situation sécuritaire dans plusieurs de ces zones? Et là, je m'adresse à vous, M. Ali Nana. Effectivement, je parle sous le contrôle de mon colonel qui peut, à travers des statistiques fiables, dire que les VDP, l'institution ou l'instauration des VDP a eu un apport positif sur le système sécuritaire au Burkina Faso. En témoigne l'interview de votre journaliste qui a fait le terrain aujourd'hui, en parlant de la RN22, aujourd'hui qui est praticable. Presque beaucoup de villages sont répartis. Et aujourd'hui, ces volontaires n'attendent qu'une seule chose, le renforcement de leurs moyens, aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. J'allais revenir un peu sur ce que l'honorable vient d'avancer, qu'effectivement, je reconnais avec mon colonel que la procédure demande beaucoup d'éléments, notamment d'enquête et ainsi de suite. Et si tant il est vrai que cette Assemblée a effectué des sorties comme le mouvement pour la résistance populaire, qui ne fait pas, je le précise, un mois sans ne pas descendre sur le terrain, au vu eux aussi des volontaires qui peuvent témoigner. Et je regrette un peu que cette Assemblée nationale, après plusieurs sorties, et au regard de certaines insuffisances constatées sur le terrain, dans le fonctionnement des volontaires, n'a pas remonté l'information. À ce que je cherche, il a fallu une émission ici que j'ai animée pour dire qu'aujourd'hui, il y a un début de découragement, où il y a un semblant de découragement qui est en train de gagner les rangs des volontaires pour que BF1 fasse cette sortie. On va revenir oui, mais on va revenir sur les conditions de travail des VDP. Oui, on parle maintenant de l'impact. Non, l'impact est indéniable. Voilà. L'impact c'est une évolution. L'impact est indéniable aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, comme disait le chef d'état-major général des armées lors des retraites de flambeaux, il dit qu'on a peint le Burkina Faso en rouge et qu'aujourd'hui, qu'on peint ce Burkina Faso, la carte du Burkina Faso en rouge ou pas, ceux qui viendront au Burkina Faso vont constater que le Burkina est toujours fréquentable et vivable. Nous serons et nous y serons. Bourema Bourem.
Oui. Vous administrez au niveau de Arbinda, vous qui êtes le maire de Arbinda, avec l'action des VDP, est-ce qu'il y a un changement de la situation sécuritaire? Est-ce qu'il y a de l'espoir qui est en train de revenir? Avant de répondre à votre question, si vous le permettez, je vais d'abord adresser ma reconnaissance et celle des habitants de la commune aux FDS qui ont séjourné ou qui y sont chez nous. Parce qu'en dehors de la sécurisation des personnes et des biens, ils ont participé aux actions de développement. Je ne peux pas prendre ce micro sans ne pas aussi souhaiter prompt rétablissement parce qu'il y a assez d'FDS, comme le général vient de le dire. Le colonel plutôt vient de le dire. Voilà, il y a eu assez de blessés sur le terrain, nous les souhaitons prompt rétablissement. Il y a eu assez de victimes, nous souhaitons que le Seigneur les accepte auprès de lui. Donc par rapport aux actions, il faudrait que les citoyens sachent que cette guerre qui nous est imposée, le Burkina Faso ne s'était pas préparé à ça. Il faut aussi que les uns et les autres sachent que, comme l'honorable l'avait dit, on ne peut pas avoir et nous n'allons pas avoir les militaires à tous les recoins des villages. Je pense que l'action des volontaires, elle est salutaire. Et l'impact que moi je peux dire tout de suite, avoir même le film, ça a permis, d'une part, au FDS de maîtriser le terrain pour mieux agir. Ça, c'est ce que j'ai constaté. D'autre part, ça a permis d'instaurer aussi un climat de confiance entre les différents acteurs et la population. Et à la fin, c'est en train de permettre au retour progressif des déplacés. Donc, en gros, je pense bien que l'impact, il est visible et nous n'allons pas vraiment dire que c'est tangible, parce que ça contribue énormément à la résistance. Au niveau d'Arbinda, on commence à revivre. On commence à revivre, malgré qu'il y a toujours des difficultés, malgré que nous avons toujours des alertes, nous vivons, nous continuons et nous espérons que la situation va s'améliorer davantage. Colonel-major, vous qui travaillez, vos unités sans doute travaillent avec ces volontaires pour la défense de la patrie. D'abord, comment s'est fait la collaboration? Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant VDP et un après VDP? Quelle est la situation aujourd'hui? Et les personnalités qui sont là ont bien parlé de cette activité, de ce développement de la sécurité dans nos différentes contrées. Et en effet, on peut parler d'un avant VDP et un après VDP. Mais il faut toujours mettre en corrélation la montée en puissance des VDP, mais également la montée en puissance des forces armées nationales, des forces de défense et de sécurité, qui au fur et à mesure montent en puissance. Voilà. La collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les VDP, elle est franche, une symbiose totale. D'ailleurs, c'est là inscrit dans la loi, puisqu'ils sont auxiliaires des forces de défense et de sécurité. Donc la collaboration, elle est franche. Les gens travaillent main dans la main. Et côte à côte, cela amène les forces de défense et de sécurité à pouvoir mieux encadrer les VDP pour avoir des succès. Et il y a eu des succès tangibles qui ont été obtenus sur le terrain. Et d'ailleurs, l'émission, le reportage nous le dit, les gens commencent à retourner sur les sites qu'ils avaient abandonnés. Même si ce n'est pas partout, mais quand même, on peut trouver à dire qu'il y a eu une petite embellie dans certaines localités. Alors, à un certain moment, certains acteurs avaient craint quelques frictions qu'il pourrait avoir entre les VDP et les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas forcément la même formation, ce n'est pas forcément la même discipline, on ne comprend pas les choses de la même manière. Est-ce qu'il y a eu des frictions ou bien ce sont des frictions qu'on peut minimiser? Aucune friction, puisque c'est nous qui les encadrons. Donc, on leur apprend la discipline militaire, même si ce n'est pas total. Hein. Nous leur apprenons le maniement des armes. Nous leur apprenons qu'est-ce que c'est que le droit international humanitaire, puisque... Vous enseignez tout cela au VDP? Tout cela est enseigné au VDP pour qu'ils sachent quels sont les comportements à avoir sur le terrain. La discipline militaire n'est pas profonde, mais ce sont des gens adultes déjà. Si vous voyez, on a pris des majeurs qui sont engagés. Et il faut saluer cet engagement. Il faut savoir que tout ceci est encadré par la loi
que nous devons respecter. Alors, qu'est-ce que les VDP ne doivent pas faire, par exemple, sur le terrain? Ils ne peuvent pas faire tout ce que les forces de défense et de sécurité font. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Par exemple, est-ce qu'ils peuvent interpeller? Et quand ils interpellent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des limites quand même que vous fixez pendant la formation et que vous leur expliquez. Naturellement, ils ne peuvent pas juger quelqu'un. Lorsqu'ils appréhendent un suspect, immédiatement, ils doivent remettre ce suspect à la première structure des forces de défense et de sécurité la plus proche pour qu'une procédure soit engagée, des enquêtes soient menées. Donc, premièrement, on ne juge pas. Quand on interpelle, on les remet aux forces de défense et de sécurité. Exactement. Pour que la justice suive son cours. Tout à fait. Il y a encore d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire? Mais ils ne peuvent pas se déplacer tout seuls pour aller en opération, pour aller au combat. Mais il faut savoir que tout est encadré par la loi et les forces de défense et de sécurité sont tenues de faire respecter Donc, généralement, ils ne vont pas au combat, ils défendent beaucoup plus. Hein. Leur mission, c'est de défendre leur village. Leur village, mais pas d'aller en guerre. Mais quand ils défendent leur village et que l'ennemi attaque, ils sont en guerre. Bon, je ne veux dire pas d'aller faire des offensives comme les forces de défense et de sécurité peuvent le faire éventuellement. Tout à fait. D'accord, c'est clair, on y va. Maintenant, on va aborder une question un peu plus délicate et c'est important qu'on en parle ce soir, étant donné que ce soit des hommes qui ne sont pas forcément, la formation des militaires, ça prend des années hein. Ce sont des hommes qui sont formés peut-être en quelques mois, en quelques semaines. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'exaction? Je précise ma question et on va revenir. Plusieurs ONG, notamment Human Rights Watch et Amnesty International, ont porté des accusations, non seulement sur les VDP, on a aussi des ONG locales sur des VDP pour des exactions, mais aussi sur les forces de défense et de sécurité. Colonel-major, vous êtes là ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette affaire d'exaction, d'exécution sommaire? Nous vous allons dire qu'il n'y a pas d'exaction ni d'exécution extrajudiciaire. Lorsque nous sommes interpellés, des enquêtes sont menées pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Nous comprenons ce que les gens disent, nous entendons ce que les gens disent, mais il faut être très prudent dans les affirmations. Voilà. Nous sommes prudents et c'est pourquoi aussi bien les forces de défense et de sécurité que les VDP sont formés sur les droits de l'homme, sur le droit international humanitaire. Donc, toutes ces accusations ne sont pas forcément ne sont pas vraies, c'est ce que vous dites ce soir. Ou bien les enquêtes sont en cours? Lorsque nous accuse, il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais n'oubliez pas que dans certaines zones, la nuit, le terroriste il va poser des actes, mais qui a fait? Et souvent, on peut dire qu'il y a eu des exécutions, mais les terroristes ils utilisent les mêmes armes. Donc on attend toujours qu'il y ait des preuves de ces accusations. Tout à fait. Des preuves qu'on n'a pas encore fournies. Tout à fait. Pour l'instant. Et donc les enquêtes continuent. Merci bien, colonel-major, pour tous ces éclairages. C'est important de le dire, qu'on l'entende de la bouche d'un haut gradé de l'armée. Alidou Sanfo, toujours sur cette question d'exaction, vous en tant que député, homme de loi, bien sûr, quelle est la position de l'Assemblée nationale et de la commission défense? Merci. Mais je pense que les questions de justice sont les questions de justice et avec la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale, naturellement en tant que représentant du peuple, quand nous apprenons des situations de ce genre, notre rôle c'est d'interpeller le ministre concerné pour que véritablement il éclaire en tout cas l'opinion par rapport à cette question et naturellement peut-être mener des enquêtes pour que véritablement l'opinion soit située par rapport aux responsabilités qui sont, j'allais dire, engagées dans cette situation. Sinon, notre rôle en tant que parlementaire et avec la séparation des pouvoirs, je pense qu'il appartient à la justice de se saisir donc de ce dossier et en tout cas de faire correctement son travail. Parce qu'il y a une communauté qui se plaint très souvent, la communauté Peul, qui se dit être victime de plusieurs exactions. On en a parlé plusieurs fois ici dans plusieurs émissions. C'est une question très très difficile, très complexe à régler. Peut-être que l'Assemblée nationale pourrait dans les mois à venir faire un travail important sur ce sujet pour essayer de dissiper les accusations et les méfiances et permettre à toutes les communautés de vivre en bonne intelligence. Oui, bon, sur cette question, je pense qu'on ne va pas dévancer l'iguane dans l'eau, mais je pense qu'au niveau des plus hautes autorités du pays, la question est en train d'être prise en charge par le ministère de la Réconciliation nationale
Et en tant que Parlement, nous pensons que nous pouvons aussi contribuer à faire en sorte que les Burkinabés puissent vivre en symbiose. Parce que quand on parle du Burkina, il appartient à tout le monde et nous pensons que la paix elle est très importante et la cohésion nationale est importante pour faire en sorte que le développement là, puisse être partagé. Tout à fait. Et venons-en maintenant, c'est la dernière partie de ce débat, aux conditions de travail de ces volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont des personnes qui ont été encadrées par une loi et il y a des actions que l'État devait faire pour ces personnes, ces volontaires pour la défense de la patrie. Comme on l'a vu dans le reportage, la majorité d'entre eux travaillent dans des conditions absolument terribles, difficiles, dans le froid, avec des habits qui ne les protègent pas du froid. Certains témoignages disent que parfois pour avoir du café, ne serait-ce que le soir pour se réchauffer, c'est très difficile. C'est parfois des femmes de ménage qui offrent soit un paquet de sucre, un sachet de Nescafé, pour permettre à ces hommes qui mettent leur vie en danger pour défendre leur village. C'est quand même difficile. Avant d'écouter le colonel-major, on va d'abord écouter M. Ali Nana, vous qui côtoyez ces VDP, rapidement, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous pouvez énoncer, en plus de ce qu'on a vu dans le reportage, rapidement. Hein. On ne va pas... Voilà, rapidement. Effectivement, je crois que les éléments du reportage sont assez illustratifs au regard des conditions de vie et de travail de ces volontaires. Notre armée, c'est une armée professionnelle, une armée formée, comme mon colonel vient de le dire, en droit international humanitaire et en droits humains. Si bien que cette formation, nos forces de défense et de sécurité répercutent ça sur nos volontaires, ce qui crée de façon logique un travail de collaboration et d'intelligence entre ces deux entités. Pour revenir effectivement aux conditions de travail de ces VDP, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il est un peu tard d'évoquer ça, mais depuis 8 mois, Depuis 8 mois, nous avons des remontées d'informations. Nous avons essayé d'approcher qui de droit pour comprendre pourquoi une loi a été votée dans une situation difficile comme la nôtre actuellement et au regard des enjeux sécuritaires et les procédures administratives tardent par rapport à l'application de ces dotations en équipement et en autre pays pour effectivement faire fonctionner cette entité des VDP. Nous n'avons pas eu effectivement une oreille attentive du côté du ministère de la Défense. Je parle du ministère de la Défense, pas l'armée, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit dès le début, mon colonel est là, le CMGA est là, nous avons échangé, nous avons tout fait, et effectivement, c'est eux qui donnaient l'encouragement nécessaire à ces volontaires-là, si bien qu'aujourd'hui, ces gens ont le courage de continuer le travail. Donc, pour revenir effectivement à la question, il faut reconnaître que ces volontaires-là se sentent, pour ne pas dire diplomatiquement, se sentent abandonnés par l'État. Alors, selon les informations qui remontent de la base, ils se sentent abandonnés par l'État. Carrément abandonnés. Effectivement, comme le colonel l'a dit, il y a une certaine lenteur administrative dans les règlements des primes et autres. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas compris, parce que depuis une semaine que votre élément est mis publiquement, effectivement, tous les volontaires, presque dans toutes les localités de Burkina Faso, nous ont appelés pour dire qu'aujourd'hui, depuis jeudi, ils ont eu gain de cause. Les primes ont commencé à tomber, les gens sont en train d'avoir l'argent qui était prévu au niveau de la loi. Effectivement. Oui, allez-y, terminez rapidement. Allez-y, terminez. Oui, mais donc au-delà de ces primes-là, je crois qu'il y a un certain nombre de moyens qui ont été prévus pour ces volontaires-là, pour qu'ils travaillent de façon
étroite avec nos forces de défense et de sécurité. Et vous savez, c'est des villageois, hein, c'est des gens qui ont tout abandonné pour effectivement s'engager dans cette lutte patriotique-là, si bien qu'aujourd'hui, nous demandons à ce que, au regard de l'importance de la question sécuritaire au Burkina Faso, que les uns et les autres, ceux qui effectivement peuvent agir ou accélérer le processus de décaissement ou de la mise à disposition de ces moyens-là puissent le faire le plus rapidement possible pour que merci Ali Nana. Ce qu'on appelle une démoralisation. Je pense que le message est passé. Alors, pour parler de ces primes, il faut être précis, il faut dire que c'est 200 000 francs CFA par mois, pas par personne, hein, mais par groupe de personnes, 10 personnes. 200 000 francs par mois pour des groupes de 10 personnes. Monsieur Alidou Sanfo, vous qui êtes président de la commission de défense, est-ce que après le vote de cette loi, est-ce que les fonds ont été décaissés pour prendre en charge ces volontaires pour la défense de la patrie? Est-ce que les fonds ont été décaissés? Bon, avant de répondre donc à la question, je pense qu'il sied d'abord de donner le principe même qui a institué le volontaire. Le principe d'abord, c'était le volontariat. Tout à fait. Et je pense que l'autre élément était aussi que l'État était donc chargé d'apporter un soutien. Et maintenant, dans la loi, on a fait en sorte que les groupes de VDP puissent en tout cas bénéficier d'autres soutiens pouvant provenir par exemple des ressortissants et autres, par exemple contributeurs. Maintenant, la loi a encadré en disant que si ça atteint 35 000, il faut se référer à l'autorité supérieure. C'est pour faire en sorte que, effectivement, l'idée de départ qui est le volontariat là, puisse demeurer. Parce que si, comme M. Nana le dit, il faut travailler à faire en sorte que... Parce que la loi dit que ce n'est pas un métier, ce n'est pas un emploi, c'est du volontariat. C'est très important à relever. Maintenant, ce que vous dites, si nous allons faire en sorte que, par exemple, le volontaire se voit comme, par exemple, un FDS, ça veut dire qu'en ce moment, la loi va changer maintenant, c'est-à-dire que l'esprit de la loi sera en ce moment dénaturé. Donc, je voudrais d'abord relever donc, ces éléments et pour dire que, en tout cas, comme quelqu'un l'a dit, nous savons que au moment où on votait la loi, c'est le 21 janvier 2021. En tant que parlementaire, 2020, oui. Voilà. Alors, en tant que parlementaire, on sait que le budget se met en place, est voté en décembre. Ça veut dire qu'au moment où cette loi sur les volontaires se mettait en place là, en tout cas, il fallait donc, à travers le mécanisme faire en sorte que la révision du budget qui va intervenir soit en mars ou en juin, c'est en ce moment-là maintenant qu'on peut mettre des lignes pour pouvoir maintenant prendre en charge ces VDP. Mais c'est parce que nous sommes des initiés que nous savons qu'effectivement, le gouvernement ne pouvait pas immédiatement pouvoir en tout cas gérer cette question des primes. Ben, comme nous l'avons dit, c'est des difficultés qu'on a constatées sur le terrain. Nous allons aussi jouer notre rôle de parlementaire en interpellant fortement le gouvernement à faire en sorte que désormais, la première année, ça peut être une année effectivement d'essai, mais à partir de la deuxième année, je pense que les choses vont pouvoir donc se mettre en place parce que, disons que 2021, c'est sûr que la question des VDP est maintenant inscrite dans la loi des finances, donc naturellement, dans la mise en œuvre, on ne connaîtra plus de problèmes comme l'année passée. Mais cela n'a pas forcément changé grand chose. On va aller sur des questions concrètes. Est-ce que vous savez à peu près, oui, le colonel-major, je reviens après, le colonel-major d'abord. C'est important de rester dans la loi et de définir les termes. Tout à fait. Les VDP ne reçoivent aucune prime, aucun salaire, et ce n'est pas un revenu. La loi dit un appui de 200 000 francs par groupe de VDP. Par mois. Par mois. Ensuite, il faut séparer les problèmes. Quand nous partons sur le terrain, vous savez, il y a 2 chefs d'état-major qui ont passé des séjours de 6 mois pour le retour des populations sur le terrain. Il y a un chef d'état-major qui était à l'est et moi-même j'étais au nord. On est rentré.
quelques 2 semaines seulement avant le 6 début des mois élections. passés sur le théâtre des opérations, Oui, c'est ce que vous dites. Pour avoir un commandement de proximité. C'est important de le dire parce que parfois on accuse les hauts gradés de rester seulement en ville. Pour avoir un commandement de proximité, pouvoir relever les problèmes des forces de défense et de sécurité, mais également des VDP, c'est ce qui a été fait, et ça nous a permis de ramener les gens dans leur terroir. Mais également, il faut tenir compte que le problème des VDP ne doit pas être lié au problème du développement. Donc, les besoins des populations, si vous voyez le reportage, ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de 1000 et quelques, dans le report on nous dit 1200 volontaires. Si nous restons dans la loi, nous, dans la zone, nous n'avons pas 1200 VDP. Oui, parce qu'il faut toujours séparer, selon la loi, qu'est-ce que c'est qu'un volontaire et qu'est-ce que c'est qu'un volontaire pour la défense de la patrie. Le nombre est précis. Nous sommes conscients qu'il y a eu des problèmes et je vous l'ai dit dès le départ, c'est un problème administratif et j'ai dit également que c'est un processus qui est jeune. Et nous travaillons à relever les défis, à améliorer. D'ailleurs, une évaluation a été faite que nous avons ici, évaluation de la mise en œuvre du concept des volontaires pour la défense de la patrie, qui est un amendement parmi les acteurs et ceux qui sont sur le terrain ont travaillé là-dessus et nous allons mettre ça à la disposition du décideur, faire des propositions. Ils ont relevé beaucoup de choses que nous notons. Il y a des gens qui nous ont interpellés, nous notons, pour améliorer le processus. Ne parlez pas, ne dites pas que c'est une année. Je l'ai dit, le processus, si nous restons sur le vote de la loi, ça fait une année. Mais ne restez pas sur le vote de la loi. Je vous ai parlé du processus. La mise en œuvre de ce qui a été dit dans la loi, c'est en juin que cela a commencé. Alors, peut-être qu'il faut lire un peu les articles pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Article 2 dit « Les volontaires pour la défense de la patrie bénéficient des avantages financiers et en nature ci-après. L'appui du fonctionnement du groupe des volontaires pour la défense de la patrie, la prise en charge des soins de santé, la prime d'invalidité permanente, la prime forfaitaire de décès. » Article 3. Chaque groupe de volontaires pour la défense de la patrie bénéficie d'un appui financier mensuel de l'État à hauteur de 200 000 francs CFA pour son fonctionnement. C'est à ce niveau que se trouve la difficulté. Vous avez dit que tout le monde n'est pas volontaire pour la défense de la patrie. Alors, pour ceux qui sont effectivement volontaires pour la défense de la patrie, il se trouve que plusieurs n'ont pas reçu ces primes de 200 000 francs CFA par groupe de 10 personnes par mois. Vous avez soulevé des problèmes de difficultés administratives. Ces difficultés-là se trouvent à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de l'Assemblée nationale, du décaissement des fonds, du ministère de la Défense, ou bien est-ce que les fonds sont décaissés et c'est le dispatching à partir de l'armée qui pose problème? À quel niveau est-ce qu'on peut situer ces difficultés administratives? Non, le problème, on l'a dit que c'est un problème administratif qui a été relevé. Ne rentrons pas trop dans les détails. Ça a été relevé et nous travaillons à ce que les choses s'améliorent. Et les choses iront en s'améliorant. Je l'ai dit, c'est un processus qui est jeune. Un enfant, il naît, il trébuche, il se relève et il grandit. Toutes ces critiques sont prises en compte, notées, pour travailler à ce que les VDP, comme je l'ai dit, travaillent dans de bonnes conditions selon la loi. Voilà. Parce que le problème, c'est lequel? Lorsque nous lions les gens qui sont revenus sans rien aux 200 000 francs, vous voyez, la gestion n'est pas la même dans toutes les localités. Il y a d'autres localités où on n'entend pas parler parce qu'ils ont constitué des cagnottes, mais lorsqu'on partage dans certaines localités, ça devient dérisoire. Et comme ce n'est pas un revenu, c'est un appui. Il faut tenir compte que c'est un appui pour le fonctionnement du VDP qui travaille dans son village. Je pense que les VDP en sont conscients. Dans le reportage, on a entendu un qui disait que de toutes les manières, c'est un engagement qu'il a pris et qu'il compte aller jusqu'au bout de son engagement, même s'il attend un peu un appui de la part de l'État. Mais comme c'est un travail un peu difficile et qu'ils mettent leur vie en danger, peut-être qu'ils attendent que l'État soit de plus en plus rapide dans son appui financier. On a entendu un, et c'est un témoignage moi, qui m'a personnellement bouleversé, qui disait qu'il a vendu ses animaux pour s'acheter un fusil. C'est-à-dire, il a vendu son moyen de subsistance pour s'acheter un fusil pour vivre.
simplement. Mais il va vivre de quoi? Ces gens de personnes, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens de personnes? Je voulais dire qu'on salue. Vraiment, il faut être là-bas. J'ai mon commandant de sous-groupement qui était là-bas le 1er janvier avec les VDP parce qu'il a entendu le travail qu'ils font. Il est parti les saluer, les encourager, demander combien ils sont. Absolument. Nous savons que nous avons formé un certain nombre, mais on a entendu qu'il y avait beaucoup. Donc il allait voir. Il a réveillonné dans la zone avec tous les VDP. C'est important de le dire. C'est important de savoir qu'il y a le le contact permanent pour savoir. Et l'armement, il a vendu. C'est normal, il veut se défendre. On comprend. Mais nous avons mis un principe en place pour, que je ne vais pas dévoiler, pour équiper les hommes. Les VDP, il n'a jamais été dit, et ce ne serait pas très prudent, d'armer tout le monde. Ce serait une prolifération des armes. Il faut être prudent parce qu'on comprend. Et il faut toujours lier la montée en puissance des VDP à la montée en puissance des forces armées et des forces de défense et de sécurité pour apporter la quiétude à notre peuple. Ali Doussafo, pardonnez-moi d'insister. Est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle les fonds ont été mis à la disposition? Non? Eh bien, je ne suis pas... Le Parlement, ce n'est pas l'exécutif. Oui. Dès lors que vous mettez le budget en place, la gestion au quotidien appartient donc au département ministériel, donc au département de la Défense. Je vous ai donné les étapes qui ont été menées, le vote de la loi, le décret, l'arrêté pour le code de conduite et l'arrêté conjoint du ministre des Finances, jusqu'à ce que l'argent arrive en juin. Les retards, je vous le dis, c'est des questions administratives qui sont à résolution et qui sont résolues. Oui, on a vu que ça s'est beaucoup accéléré ces dernières semaines parce que, comme il le disait, selon les informations qui sont remontées, la majorité des VDP ont reçu leur prime pour les aider à faire ce travail. Ali Nana, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, juste pour dire, renforcer ce que mon colonel est en train de dire. C'est vrai, il est évident qu'il y a une procédure administrative très lourde, mais je crois qu'au regard de la situation dans laquelle le Burkina Faso se trouve, on peut, de tous côtés, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au ministère de la Défense, accélérer le processus pour permettre à ces VDP-là de travailler dans les conditions. À défaut de le faire, il faut une politique de communication. Effectivement, ce que mon colonel est en train d'avancer, ce que l'honorable est en train d'avancer, c'est vrai, mais ça c'est pour nous, intellectuels, nous qui sommes à Ouagadougou. Quel volontaire à Kongossi ou à Kaya sait qu'une ligne budgétaire, ça se vote à partir du 1er janvier. Ils sont combien? Vous voulez dire qu'il faut leur expliquer la situation? Il aurait fallu une mission, que ce soit au ministère de la Défense, que ce soit la commission de défense de l'Assemblée nationale, effectivement, pour rencontrer ces volontaires-là. Parce qu'aujourd'hui, mon colonel vient de le dire, les volontaires, ils ne sont pas 15 millions, ils sont 1000 et quelques. Ils ne sont pas tous volontaires pour la défense de la patrie. Effectivement, il y a le centre non, il y a le BAM et puis il y a le Lorum. Voilà. On peut rencontrer ces volontaires. On aurait dû peut-être, s'il vous plaît, c'est très important, on aurait dû peut-être rencontrer les responsables ou bien à notre niveau nous donner l'information, dites aux volontaires de se patienter parce qu'il y a une question de procédure administrative qui s'impose. Mais malheureusement, les gens ont appris que depuis le 21 janvier 2020, la loi a été votée et voici le contenu de la loi. Tous les VDP connaissent le contenu de la loi, notamment les primes, les prises en charge en cas de décès, les prises en charge en cas de blessure, tout. Maintenant, ils ont fait 6 mois, 8 mois, une année et ils ne voient rien. Il n'y a pas de communication de part et d'autre. Voulez-vous que ces gens-là apprécient la situation comment? C'est le découragement. C'est le découragement. Et aujourd'hui, n'eût été l'intervention, effectivement, de ces dernières semaines-là, je vous assure que ce qui allait se passer sur le terrain, ce n'était pas évident. Je constate avec mon colonel, il a ses hommes sur le terrain avec qui j'échange très régulièrement et c'est ça qui fait que effectivement, j'ai loue la collaboration entre la hiérarchie militaire et puis la coordination du mouvement pour la résistance populaire. Tous les jours que Dieu fait. Maintenant, par ricochet, je demande, bon, je ne sais pas, au ministère de la Défense, précisément au ministère de la Défense,
d'accorder une attention très particulière à la question des volontaires. Parce qu'effectivement, la hiérarchie militaire fait ce qu'elle doit faire. Elle forme, elle assure tout ce qu'il faut faire sur le terrain. Malheureusement, le reste de la procédure administrative, notamment le décaissement des fonds, n'appartient pas à mon colonel ou bien au chef MGA. Il appartient au ministère de l'administration. Nous avons essayé par 3 fois de rencontrer le ministre de la Défense qui, malheureusement, ne nous a pas répondu. C'était justement pour éviter d'évoquer ça en tribune, de lui dire ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'effectivement, mon colonel, il sait ce qui se passe. Chaque jour, ce qui se passe au centre, non, il est informé. D'accord. Merci, voilà, merci pour les précisions. C'est très important, toutes ces précisions. Je pense qu'on nous regarde aussi de partout et que le message va passer. Monsieur le maire, on est en train de finir. Hein. Oui, pour ce qui concerne cette question, avant de donner mon point de vue, je voulais revenir un peu parce que vous avez parlé de quelque chose en l'effleurant. Par rapport aux exactions. Moi, je compte revenir sur ça. Allez-y rapidement, c'est votre droit. Hein. Je pense bien que depuis que les volontaires ont été mis en place, ils ont reçu une formation de base de la part des FDS. Et depuis qu'ils sont revenus de la formation de base, ils sont sous l'encadrement aussi de ces FDS. Donc, quand vous dites que la communauté Peul dit qu'il y a des exactions, je dirais plutôt des associations. Mais le revers de la main, lorsque les terroristes viennent dans les villages, quand ils attaquent, est-ce que ces associations sortent pour dire qu'il y a eu ceci ou il y a eu cela? C'est pour juste dire que nous sommes dans l'espoir du retour de la paix. Et je pense qu'avec le nouveau gouvernement qui est mis en place, il y a un ministère dans le cadre de la cohésion sociale. Il faudrait que nous sachions qu'il ne peut pas avoir une telle guerre sans dommages collatéraux. Il faut taire un certain nombre de choses et allons pour l'apaisement des cœurs et pour que nous puissions. Mais maintenant, pour ce qui concerne... Non, pardonnez, on ne peut pas passer sur ça comme ça. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut taire un certain nombre de choses, mais quand des choses sont graves et mettent en danger les vies humaines et que des accusations sont portées, il est normal qu'on s'y penche et que l'affaire soit tirée au clair pour qu'il n'y ait pas de suspicions, parce que c'est de ces suspicions que partent généralement les affrontements intercommunautaires. Il faut que toute la lumière soit faite sur ces affaires, des actions, et qu'on sache si c'est vrai, si c'est faux, s'il y a des coupables, que la justice fasse son travail. On ne peut pas dire qu'il faut taire un certain nombre de choses. Je suis d'accord Donc continuez votre... Je suis d'accord avec vous, mais ce que j'ai dit bien sûr qu'il y a eu un encadrement. Oui, il y a eu une formation de base, ils sont sous la coupe de FDS. Donc s'il y a des exactions qui sont faites, je pense que les chefs militaires sont mieux indiqués pour dire exactement, des exactions sont faites, qui est responsable, qui est coupable, qui serait châtié ou pas. Voilà, allez-y, continuez. Donc je pense que dans ce sens, le colonel a donné son point de vue, les enquêtes sont en cours, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que réellement des exactions... On est en train de finir, votre dernière parole, on finit. On est en train de finir. Oui, on est en train de finir, c'est 52 minutes, monsieur, on ne peut pas passer. Pour ce qui concerne les VDP... Sur cette question, quelle question? La question sur laquelle il est en train Pour ce qui concerne les VDP, okay. si vous me permettez, je pense que lors de l'émission que j'ai tenue avec Ismaël, j'ai donné mon point de vue là-dessus. Et monsieur le colonel vient de dire que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Ce que nous allons demander simplement, c'est vraiment un meilleur encadrement, une meilleure formation, un meilleur recyclage et appliquer les dispositions qui sont dans l'article, dans le décret portant mise en place des VDP. Je pense que là, nous allons tous sortir du... C'est clair. On va conclure avec les deux, mais rapidement, 30 secondes. Vous avez 30 secondes parce que là, on est en train de finir. Sur la question que vous vouliez aborder. 30 secondes. Si vous dépassez, je vous interromps. Par rapport à la question d'une partie d'une communauté qui se sent indexée, je me joins effectivement au maire pour dire qu'effectivement le Burkina Faso est un État souverain. Il y a une séparation stricte des pouvoirs. Absolument. Et effectivement, si des exactions sont commises, il appartiendra à notre appareil judiciaire, effectivement, de mener toutes les enquêtes qu'il faut pour élucider cette question. Mais s'il y a de rappeler qu'aujourd'hui, dans tous les rangs des VDP, partout, dans toutes les localités du Burkina Faso, il y a toutes les communautés dans nos VDP. Personne ne se sent exclu. Alors, si une certaine partie, une certaine communauté du Burkina Faso se sent effectivement concernée par cette question, alors je leur demande d'aller sur le terrain pour constater de visu le professionnalisme de notre armée et de nos VDP. D'accord. Voilà.
Alidou Sanfo. Oui, je pense que ma conclusion, je voudrais donc revenir sur l'action des forces de défense et de sécurité et des VDP, parce que en tant que député, ce serait malsain de ma part de ne pas reconnaître ces efforts, parce que grâce à ces gens, le Burkina Faso, qui à un moment donné, nous n'étions pas, en tant que politique, on n'était pas sûr de pouvoir organiser les élections, mais je dis bravo donc à nos forces de défense et de sécurité, parce que là, nous venons de sortir des élections présidentielles et législatives de façon apaisée et saluée par l'ensemble de la communauté internationale. Et je voudrais aussi dire que grâce donc à leur action, à leur courage, à leur sacrifice, les localités qui étaient, où les populations avaient fui, les gens sont en train de repartir chez eux. Donc, je pense que le Burkina Faso est en train de retourner à une vie normale. Donc, je voudrais vraiment saluer en tout cas cela, parce qu'en tant que député, c'est grâce donc à tous ces gens que les institutions aujourd'hui, on peut dire, sont remises en place et en tout cas le pays est sur pied. Alors, colonel-major, on va terminer avec vous, on va vous poser un certain nombre de questions. On vous a, ce n'est pas toujours qu'on a un colonel-major de l'armée, le chef d'état-major général de l'armée des terres sur notre plateau. D'abord, on est en train de terminer. Aujourd'hui, quelle est la situation générale sécuritaire au niveau du Burkina dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme aussi? Oui, dans toutes ces situations, il faut louer le travail des VDP. Ils sont très importants pour les forces armées nationales, pour notre pays. Nous travaillons toujours pour leur montée en puissance. Nous sommes en plein de faire l'évaluation et nous sommes conscients des problèmes qui ont été soulevés. Aimé Césaire a dit un pas, un autre pas, encore un autre pas et toujours tenir gagner chaque pas. Il faut saluer l'engagement patriotique de ces VDP. Et c'est l'occasion pour moi de dire aussi que grâce à eux, la calmie est venue dans certaines zones, même s'il y a toujours du travail à faire, puisque les forces armées et les forces de défense et de sécurité sont en montée en puissance. Mais c'est l'occasion aussi de vous dire merci pour vous qui nous avez permis d'expliquer à l'opinion nationale et internationale qu'est-ce que c'est que le concept VDP. Et j'espère que nous avons été assez clairs. C'est l'occasion aussi de demander aux autres organes que c'est important de venir à la source. Nous avons la direction de la communication des forces armées nationales. Approchez-nous pour comprendre ce qui s'est passé et les réponses vous seront données. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse nos familles et nous donner beaucoup de bonheur, la paix dans notre pays. Une toute dernière question, vous savez, et pour parler toujours de sécurité dans l'Afrique de l'Ouest, il y a eu une dernière information tout dernièrement de la DGSE française, les renseignements français qui disent que Al-Qaïda est en train de préparer des attentats de grande envergure, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, que ces deux pays sont déjà infiltrés. Vous savez qu'on est tous dans le même ensemble. Quelle lecture vous faites de cette situation? Est-ce qu'on va encore vers des jours difficiles? Qu'est-ce qu'il faut faire? La lecture du militaire que vous êtes. Nous sommes déjà dedans. Une alerte est donnée et nous sommes face à quelque chose, un ennemi qui est diffus, et donc nous travaillons toujours à la montée en puissance des forces armées, et c'est là aussi qu'il faut citer le rôle des forces de défense, de sécurité, mais également des VDP qui sont au contact de la population, et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, nous sommes sur la bonne voie, et ce qu'ils ont dit, c'est une alerte. C'est une alerte, et donc nous la prenons comme telle. Est-ce qu'il y a un espoir qu'on puisse gagner cette guerre-là? Dieu au contrôle de tout. D'accord. Donc, on compte sur nous et sur la providence divine aussi. Exactement. C'est cela. Merci bien, colonel-major. Alors, je répète, nous étions avec Ali Nana, qui est initiateur du mouvement pour la résistance populaire. Je veux dire, c'est le précurseur des VDP. Boureima Werem, maire de Arbinda, l'une des communes qui résiste dans cette région contre le terrorisme, avec des militaires qui s'y battent jour et nuit et qui donnent leur vie. On a aussi le député Alidou Sanfo qui était avec nous, il est de la majorité.
Il était le président de la commission défense de l'Assemblée nationale. Merci pour toutes les informations que vous avez données. Et puis, le colonel-major Gilles Batiuneau, chef d'état-major de l'armée des terres. Messieurs, merci d'être venu. Merci, colonel-major. Et on espère que la collaboration avec la presse, pas seulement avec BF1, ne va pas s'arrêter là et qu'on pourra de temps en temps vous avoir pour donner quelques bribes d'informations, pour permettre aussi aux Burkinabés qui vous voient et qui ne savent pas toujours ce que vous faites, de remarquer qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain, que des hauts gradés vont aussi sur le terrain dans les zones dangereuses pour voir ce qui se passe, pour soutenir les hommes. C'est important que les Burkinabés le sachent. Ce n'est pas chaque fois que les journalistes ouvrent la bouche pour dire seulement des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai qu'on n'a pas la même... le même entendement de la communication. Vous, c'est la grande muette. Nous, entre griffes, on nous appelle la grande gueule. Mais enfin, je pense que si on fait un peu d'effort, d'un côté comme de l'autre, on peut toujours s'entendre, toujours pour le même objectif, c'est-à-dire le rayonnement du Burkina Faso, parce que quoi qu'il en soit, on est dans le même bateau. S'il coule, c'est tout le monde qui coule. Merci d'être venus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Ligne de Mire, premier numéro. Rendez-vous donc le premier mercredi du mois de mars. Au revoir et bonsoir.